Salut à tous, c'est Vino, nouvelle vidéo pour le CPRM Academy Online, deuxième vidéo de cette saison 2013, avec au programme aujourd'hui le cash game à 40 blindes de profondeur. Donc la dernière fois, il y a 3 semaines, on avait vu donc les sit and go. Donc les sit and go avaient plusieurs intérêts stratégiques pour commencer votre formation. Tout d'abord, c'est un format de jeu très simple qui permet de monter une bankroll assez rapidement, comme on l'a vu. Ça vous permet d'acquérir les notions principales, donc le jeu pré-flop, sans avoir à jouer post-flop puisque c'est essentiellement du tapis ou passe. Aussi d'avoir des bonnes notions par rapport à la position, on s'est rendu compte à quel point la position était importante. La notion de profondeur aussi, on fait pas la même chose qu'on ait 100 blindes devant nous, qu'on en ait 10, qu'on en ait 5 ou qu'on en ait 15. Voilà, et donc maintenant, avec ce cours, on va commencer à voir le jeu post-flop, avec des décisions toujours simplifiées, mais on va commencer à voir le jeu post-flop donc. Alors pourquoi donc utiliser la stratégie 40 blindes deep? Tout d'abord, point de vue bankroll management, c'est une bonne idée, puisque si on cave avec 40 blindes, on a besoin de moins de bankroll que si on cavait à 100 blindes, puisque le nombre de caves restant identique. Si on cave à 40 blindes, il va nous falloir donc 2 fois et demi moins de bankroll que à 100 caves. L'apprentissage du jeu post-flop, donc comme je vous le disais, des décisions simplifiées, parce que quand on a beaucoup de profondeur, on va souvent jouer 3 streets, donc le flop, le turn et la river, alors que là, vous allez voir, les décisions sont vachement simplifiées du fait qu'on est 40 blindes. Si on surrelance pré-flop, on se retrouve quasiment à tapis déjà au flop, donc les décisions vont être quand même beaucoup plus simples. Et évidemment, ça nous permet donc de continuer la formation du jeune joueur. Donc je vous rappelle toujours le principe de ces vidéos. On part d'un joueur qui part de 10 € de bankroll et on tente de lui faire monter sa bankroll le plus haut possible. Donc les bases post-flop, c'est important, hein, le poker ça se joue surtout post-flop, hein, le Texas Hold'em. Donc voilà, il faut bien apprendre les bases à un moment et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc comment ça marche? Pourquoi 40 blindes deep? C'est plus simple. Tout simplement en fait, on n'a pas beaucoup de profondeur. Donc au poker, si vous voulez, quand on a de la profondeur, le fait d'avoir une moins bonne main va pouvoir être compensé par cette notion de profondeur. Je veux dire, si vous avez 3 big blinds à mettre avant le flop, si vous avez 6 big blinds de tapis, vous allez de toute façon faire une erreur en payant avec une main qui a 20% d'équité. A l'inverse, si vous avez 300 blindes de profondeur, la petite erreur que vous allez faire pré-flop, vous allez pouvoir la compenser post-flop en récupérant peut-être le tapis de votre adversaire, donc les 300 blindes, et du coup la petite erreur de 1 ou 2 blindes va être compensée par le fait que vous allez faire une énorme erreur à votre adversaire en prenant 200 blindes, donc ça sera compensé. Donc là, le principe c'est qu'on va, avec 40 blindes de profondeur, c'est qu'on va jouer très très serré. Donc on va avoir des mains qui vont être devant celles de nos adversaires très très souvent. Et du coup, vu qu'on n'a pas beaucoup de profondeur, nos adversaires ne pourront pas compenser ce désavantage qu'on leur met pré-flop en jouant mieux que nous post-flop, puisque de toute façon ils n'auront pas assez de profondeur pour compenser leurs erreurs. Donc du coup, on profite de ces joueurs larges, et s'ils ont envie de trop nous payer avec des mains pas suffisamment fortes, on va les exploiter et prendre de l'argent sur leur tapis. Donc on cave à 40 blindes, donc par exemple en NL2 comme je vous ai montré, ça veut dire 80 centimes, que 40 fois la petite blinde, la grosse blinde, excusez-moi, à 2 centimes, donc 80 centimes. On recave à chaque fois qu'on passe en dessous des 30 blindes, donc par exemple dès qu'on repasse en dessous de 3 € en NL10, vu que la blinde est à 10 centimes, 30 fois 10 centimes, 3 €, on recave en dessous de 3 € et on quitte la table surtout au-dessus de 50 blindes. Pourquoi on recave en dessous de 30 blindes et on quitte la table au-dessus de 50 blindes? La raison elle est très simple, c'est qu'en dessous de 30 blindes, on passe dans une autre stratégie, donc une stratégie de short stack pure. Là on est dans une stratégie de stack moyen, on va dire. On passe dans une stratégie de short stack pure et la stratégie va être encore un peu différente. Là on joue quasiment plus post-flop, on essaye de profiter du fait qu'il y ait 5 ou 6 limpers pour partir à tapis directement avec 20 blindes. Et du coup c'est plus tout à fait la même stratégie que celle que je vais vous présenter.
À l'inverse, au-dessus de 50 blindes, le fait qu'on soit avec un plus petit tapis va être de moins en moins profitable pour nous, puisque les joueurs larges vont commencer à avoir suffisamment de profondeur pour exploiter même le fait qu'on joue que des mains premium, et du coup pourront utiliser cette profondeur contre nous. Donc le plus simple, c'est du cash game, on quitte la table dès qu'on a plus de 50 blindes. Voilà. Donc on va voir le tableau des relances. Donc comme vous pouvez voir sur le tableau, j'ai mis une table à 9 joueurs, puisqu'il y a UTG, UTG plus 1, plus 2, plus 3, hijack, cut-off, bouton, petite blinde et grosse blinde. Ça fait des tables à 9 joueurs, tout simplement puisque c'est les tables full ring de PokerStars. Et je vais vous conseiller d'ailleurs de jouer uniquement sur cette table full ring, donc on appelle donc des tables de 9 joueurs, pour la pure et simple raison que, comme on l'a dit, on va jouer donc très serré. Et donc ce qui va nous faire perdre de l'argent, ça va être essentiellement les blindes. Donc si vous jouez à une table de 9 joueurs, les blindes reviennent moins vite que si vous jouez à une table de 6 joueurs, bien évidemment. Et du coup, la stratégie va être d'autant plus profitable sur les tables à 9 joueurs. Elle reste profitable sur les tables à 6 joueurs pour l'avoir testé ces derniers jours, mais elle est quand même déjà beaucoup moins profitable, et voilà, donc je vous conseille de rester sur les tables à 9 joueurs. Et autre chose dont j'ai pas parlé, dont c'est très important, vu que aujourd'hui il n'y aura pas de partie pratique en live, je vais juste vous montrer des mains que j'ai enregistrées moi-même, et donc vous pourrez pas voir ça, mais point très important donc, quand on rentre sur une table de cash game, on attend toujours d'être arrivé à la grosse blinde. Le principe il est très simple, encore une fois, on joue très serré, donc ce qui nous coûte de l'argent c'est encore une fois les blindes. Donc si on commence à mettre une blinde en milieu de position parce qu'on n'a pas envie d'attendre la grosse blinde, une blinde plus une blinde plus une blinde plus une blinde, c'est quelque chose qui va vous faire perdre énormément d'argent, et du coup c'est tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire. Donc il faut mieux attendre que la grosse blinde arrive à nous plutôt que de payer ce qu'on appelle le droit de siège pour commencer à jouer tout de suite parce qu'on est impatient. Là, de la patience, il va vous en falloir de toute façon, donc attendez 3-4 mains supplémentaires pour rentrer de grosses blindes et ne pas avoir une big blinde supplémentaire à payer. Voilà. Donc le tableau des relances, donc en fonction des positions, un petit peu comme on avait vu en sit and go. Voilà, donc la relance que je préconise, c'est de faire 3 big blindes, plus une big blind par joueur qui a limpé, donc joueur qui paye juste la grosse blinde, donc chose à ne strictement pas faire puisque on est très exploitable en le faisant. Donc une big blind par limper, et je rajouterai même, je l'ai pas mis sur le diaporama, mais une big blind si vous êtes hors de position, puisque quand on est hors de position, c'est plus difficile de jouer le coup, vous l'aurez compris, et donc quitte à jouer hors de position, autant faire payer notre adversaire un peu plus. Voilà. Donc les mains avec lesquelles on va relancer, donc dans les deux premières positions à une table de 9, ça va être très très serré, hein, paire de 10 ou mieux, as dame ou mieux, ou as valet suité. Donc ça fait paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as, as dame, as roi, et as valet assorti. Donc ça fait très peu de mains, hein, mais donc on a vu qu'on allait jouer très serré, et en cas de surrelance, on part à tapis avec paire de dame ou mieux. Donc c'est à dire que as roi on jette. La raison elle est très simple, c'est que même aux plus basses limites, certains joueurs ont très bien compris comment ça fonctionnait. Ils vont comprendre que vous relancez de façon très serrée, et même as roi va se retrouver parfois non favori face à une surrelance, donc puisque les joueurs vont surrelancer que paire de dame ou mieux, donc on pourrait même des fois jeter paire de dame, mais bon, on va peut-être pas non plus imaginer que les joueurs sont des pros à ces limites là, donc voilà, partez à tapis avec paire de dame ou mieux, faites-moi confiance, ce sera amplement suffisant. En milieu de position, donc les trois positions suivantes, UTG plus 2, UTG plus 3 et au hijack, on relance avec paire de 8 ou mieux, as valet ou mieux, ou as 10 assorti, donc on élargit un petit peu notre range, hein, on se retrouve plus proche du bouton, donc ça va nous permettre de jouer un peu plus large. Et là en cas de surrelance, on part à tapis avec paire de dame plus ou as roi. Et enfin dans les dernières positions et dans les blindes, cut-off bouton est donc dans les blindes, on relance avec paire de 7 ou mieux, as 10 ou mieux et roi dame. Et en cas de surrelance, on part à tapis avec paire de valet ou as roi. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait très serré. Au bouton, ça veut dire qu'on va relancer que environ 10% des mains. Donc c'est très très serré, vous comprenez que jouer à une table full ring et attendre que la grosse blinde arrive à nous pour jouer, c'est très très important.
Donc ça, c'est le tableau des relances, c'est dans le cas où il n'y a pas eu de relance avant nous. Mais dans le cas où il y a eu une relance avant nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va commencer déjà par établir une règle, c'est qu'on ne va jamais payer la relance. La raison, il y a deux raisons. La première, elle est écrite, c'est qu'on n'a déjà pas assez d'expérience pour jouer sans l'initiative préflop. Jouer un coup en attaquant est quand même beaucoup plus simple que jouer un coup en défendant. Donc pour l'instant, vous commencez à jouer post-flop, donc payer va être très compliqué pour vous et c'est quelque chose qui risque de vous faire perdre un peu d'argent. Donc quoi qu'il arrive, on ne va jamais payer la relance adverse. La deuxième raison, elle est dans la profondeur. C'est que jouer avec 40 blindes de profondeur, je suis même pas sûr que en cash game face à des relances à 3 ou 4 big blindes, je suis même pas sûr que défendre soit l'une des meilleures options. Pour le coup, ça va, la profondeur fait que, quand on paye, normalement, c'est que déjà, on a une main qui ne mérite pas la relance, a priori. Donc, on a des mains plus faibles que nos adversaires. On va se retrouver avec pas beaucoup de profondeur pour contrer ça, et en plus, on n'a pas assez d'expérience, donc c'est quelque chose qui va vous faire perdre un peu d'argent, donc on évite le call à tout prix. L'autre option, c'est la surrelance, donc le 3 bet. Et donc, pour 3 BT, on va surrelancer donc à la valeur que j'ai mis 3 fois la dernière relance, plus le reste de l'argent mort, et plus une blinde toujours si on est hors de position. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir deux petits exemples. Donc premier exemple, le joueur dans les premières positions la relance à 6 centimes. Donc nous sommes au bouton avec une main que nous souhaitons sur-relancer. Et ben on va faire 3 fois sa relance. Donc 3 fois 6 centimes, ça fait 18 centimes. Autre exemple un peu plus compliqué, si jamais là on est au bouton, on est de grosses blindes pardon, avec une main qui mérite une sur-relance, et ben nous avons le joueur ici qui a relancé à 6 centimes, payé une fois ici, et on n'oublie pas le limper, ce qui va nous faire donc 3 fois la dernière relance, donc 3 fois 6 centimes, plus les 6 centimes de call, plus les 2 centimes du joueur qui a limpé, plus les 2 centimes parce qu'on est hors de position, ça nous fait donc 28 centimes pour la surrelance. Voilà. Donc avec calmant on va surrelancer, donc attention, il y a un tableau pour ces mains là, mais ce coup-ci ce n'est pas notre position qui compte, c'est la position du relanceur. La raison elle est très simple, vous avez bien vu vous-même que vous ne relancez pas avec les mêmes mains que vous soyez UTG ou au bouton. Vos adversaires non plus, plus ils vont être dans les premières positions, plus ils sont censés être serrés, plus ils vont être dans les dernières positions et plus ils vont être larges. Du coup les mains avec lesquelles on va pouvoir les surrelancer ne vont pas être les mêmes. Donc là c'est la position du relanceur qui est importante et non pas la position à laquelle vous êtes. Voilà. Donc dans les premières positions, on va surrelancer face à un relanceur dans les premières positions, on va surrelancer uniquement avec paire de dames ou plus. Et s'il part à tapis, on paye avec toutes ses mains. A l'inverse, en milieu de position, on va pouvoir relancer un peu plus large, donc face à un relanceur en milieu de position, pardon, on va pouvoir relancer un peu plus large, donc avec paire de 9 ou mieux, as valet ou mieux et as 10 assorti. Par contre, en cas de tapis de notre adversaire, on paye uniquement avec paire de dames ou mieux ou as roi. La raison est très simple, hein, paire de valet, paire de 10, paire de 9, as valet, as dame et as 10 assorti ne sont pas suffisamment fortes face au range de votre adversaire, et payer va vous faire perdre de l'argent, donc partez à tapis uniquement avec paire de dames ou mieux ou as roi. Et dans les dernières positions, on va voir on relance avec paire de 8 ou mieux ou as 10 ou mieux, et on part à tapis avec paire de valet ou as roi. Et dans le cas où il y a eu plusieurs relances avant nous, c'est-à-dire par exemple un joueur relance et un autre sur-relance, vous ne partez à tapis uniquement qu'avec paire de das, n'importe quoi, moi, paire d'as plutôt, et paire de roi, voilà. Deuxième chose que l'on va voir et qui est très importante dans ce cours, deuxième nouveauté entre guillemets, c'est les situations de style ou de vol de blindes. Donc pourquoi est-ce qu'on vole les blindes? Si vous vous rappelez la vidéo sur le bankroll management, nos gains en cash game vont être très faibles, hein. Même pour un très bon joueur, on se retrouve avec un taux de gain qui va être environ de 10 big blindes au 100. Donc on va se rendre compte que prendre les blindes pré-flop, ce qui représente donc une blinde et demie en tout, puisqu'il y a la petite blinde et la grosse blinde, voler les blindes peut être très intéressant pour améliorer notre taux de gain.
le win rate, pour ceux qui se rappellent donc de la première vidéo sur le bankroll management. Donc le vol de blinde va intervenir quand tout le monde passe avant le cutoff. On se retrouve, par exemple vous êtes au cutoff, on se retrouve avec seulement 3 joueurs derrière nous et les blindes à ramasser. Donc ça peut être très intéressant de relancer avec un éventail beaucoup plus large pour essayer de voler ces blindes. Pareil au bouton et encore pire, de petites blindes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs dans ces cas-là, si tout le monde a passé avant eux, vont élargir leur range pour tenter de voler les blindes. Bien évidemment, les blindes ne sont pas stupides, comprennent ça, et donc vont réagir pour contrer ce vol. C'est ce qu'on appelle le re-steal. Donc c'est une surrelance pour tenter de contrer le vol de blindes. Donc il va bien évidemment avoir une nouvelle dynamique et des ajustements à faire. Donc les ajustements qu'on va faire nous, c'est donc les mains de steal, donc les mains à relancer en cas de possibilité de vol de blinde. Au cutoff, on va relancer paire de 5 ou mieux, As-10 ou mieux, Roi-Dame, Roi-Valet assorti et Dame-Valet assorti. Pareil de petites blindes, à exception que bien évidemment de petites blindes on sera hors de position, donc on n'oublie pas de rajouter une blinde supplémentaire dans notre relance. Et au bouton, on va même se faire plaisir, toutes les pocket pairs, donc paire de 2 ou mieux, tous les As assortis, donc As-2 assorti, As-3 assorti, et ainsi de suite. Et toutes les Broadway, donc les Broadway, je rappelle, 2 cartes au-dessus du 10. En cas de vol, eh ben, on va re-steal avec les mains suivantes, paire de 8 ou mieux, As-Valet ou mieux, vous pouvez même rajouter As-10 à mon avis, hein, sans souci, dans ces cas-là. Et les mains avec lesquelles partir à tapis, là, c'est comme dans les situations de relance en position tardive, sauf que on va rajouter paire de 10, donc paire de 10 ou mieux ou As-Roi. Donc je me rends compte que là il y a 3 tableaux à retenir. Ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre la vidéo quand elle sera finie, la reprendre vite fait en arrière, prendre une petite feuille à côté de vous. Moi c'est ce que j'ai fait puisque ça faisait très longtemps que j'avais pas joué cette entre guillemets variante, donc je joue en cash game avec 40 blindes. Je me suis fait une petite feuille à côté de moi avec tous les tableaux, et quand je suis en train de jouer, si j'ai un doute, bah, je la regarde vite fait, et ça me permet de savoir si je dois relancer ou pas, si je pense que c'est un peu trop large ou pas, donc voilà. N'hésitez pas à faire ça, et n'hésitez pas, encore une fois, hein, je rappelle, le forum est fait pour ça, les commentaires de la vidéo c'est fait pour ça aussi, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des remarques ou si vous avez des choses qui vous tracassent. Dernière chose, et là on arrive dans le jeu post-flop, donc on va apprendre maintenant à jouer post-flop, enfin en tout cas voir les premières bases. Donc aux plus basses limites, puisque c'est quand même là qu'on commence, je rappelle, les joueurs vont avoir tendance à payer beaucoup. Donc je rappelle au poker les deux seules raisons de miser, hein, c'est soit on mise pour valoriser notre main, donc soit on mise pour essayer de se faire payer par une main moins forte, donc essayer de prendre de l'argent en se faisant payer par une main moins forte, soit la deuxième raison c'est pour bluffer. Et c'est pour tenter de faire passer une main meilleure que la nôtre, et donc récupérer l'argent du pot avec la main moins forte. Donc il y a deux possibilités de miser. La mise pour info n'existe pas, hein, je rappelle, soit on mise pour bluff, soit on mise pour valoriser notre main, c'est les deux seules choses qui font gagner de l'argent. On peut avoir des informations via ces deux types de mise, mais ce n'est en aucun cas pour ça qu'on effectue la mise à la base. Voilà. Donc comme je vous le disais, les joueurs à ces limites ont tendance à ne jamais passer une main, c'est-à-dire qu'ils vont payer avec tout leur tirage, ils vont payer s'ils ont troisième paire au tableau, ils vont payer s'ils ont un tirage quinte ventral, s'ils ont deux overcards, donc déjà il y a peu de chances de leur faire passer une main meilleure que la nôtre. Donc dans ce cas, si on ne peut plus miser en bluff, eh ben on va miser pour valoriser, 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 ou value, 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 comme j'ai noté. Le seul bluff qu'on va effectuer, c'est ce qu'on appelle le continuation bet. Donc le continuation bet, pour faire une petite histoire rapide, hein, c'est Doug Brunson qui en avait parlé dans son livre en Super System en 1975. C'est quelque chose qui permettait d'être gagnant dans les années 80, 90, 2000. Hein. Si on faisait 100% de continuation bet, les joueurs passaient en fait tout le temps. La raison est très simple, c'est que quand vous avez par exemple As-Roi, vous n'avez qu'une chance sur 3 de toucher votre flop, c'est-à-dire de trouver un As ou un Roi. Donc à partir de là, ça veut dire que 2 fois sur 3 vous n'avez pas touché le flop. Je vous laisse imaginer, si à chaque fois que vous ne touchez pas le flop vous passez, vous allez gagner beaucoup d'argent en faisant un continuation bet. Voilà.
Donc on va effectuer le continuation bet dans tous les cas, sauf si le flop présente de nombreux tirages. Donc je vous ai mis quelques exemples de flop, hein, un flop 4, 5, 6 par exemple, un flop avec 3 cœurs, as de cœur, 6 de cœur ou 9 de cœur, ou un flop qui combine un peu les deux, dame valet de cœur, 8 de pique. Donc si le flop présente de nombreux tirages, on ne fait pas continuation bet. Et si on a plusieurs adversaires, alors là on n'effectue pas de continuation bet même sur les tableaux les plus secs. Si on se retrouve dans l'un de ces deux cas, on effectue un continuation bet uniquement si on a top pair, donc pour valoriser notre main, et ou si on a un tirage de plus de 8 outs. Donc je vous rappelle des outs, hein, c'est les cartes qui permettent d'améliorer vos mains. En gros, tous les tirages, sauf le tirage quinte ventral et le tirage 2 overcards par exemple. Donc ça fait les tirages quinte, les tirages couleurs, les tirages 2 overcards plus tirage couleur, enfin. Vous verrez de vous-même de toute façon, il suffit de compter les outs, si vous en avez plus de 8, vous effectuez quand même un continuation bet. Arrivé à la turn, on mise top pair ou mieux, donc top pair, over pair, 2 paires et ainsi de suite, et les tirages monstres, donc les tirages avec plus de 15 outs. On arrête de bluffer avec, enfin de semi-bluffer, puisque c'est un bluff qui peut se transformer en main énorme, donc avec nos tirages quinte et nos tirages couleurs. Et river, on mise uniquement avec top pair, hein, ça sert plus de miser avec top pair au mieux, et ça ne sert plus à rien de miser avec nos tirages monstres, puisqu'il n'y a plus de cartes à venir. Et on check tout le reste. En cas de mise ou de relance adverse, on part à tapis avec au flop et à la turn, over pair au mieux et les tirages monstres, puisque les tirages monstres, faut savoir, au flop, si vous avez 15 outs, vous êtes favori à 55%, hein, donc c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, et avec over pair au mieux, puisque vous serez très souvent devant, et arrivé river, on rajoute top pair. La raison est très simple, c'est que vu que vous jouez avec 40 blindes de profondeur, bah, si vous avez top pair arrivé à la river et que votre adversaire relance, généralement vous allez quand même être devant, puisque enfin vous n'allez plus pouvoir passer puisque vous serez ce qu'on appelle comité au pot. Voilà. Donc maintenant on va passer à la partie pratique de cette vidéo. Donc pour ça je vais fermer le PowerPoint et je vais ouvrir le replayer. Donc j'ai sélectionné 13 mains qu'on va voir maintenant, donc avec certaines avec chacune a un intérêt stratégique bien différent. Donc on commence tout de suite. On a paire de 3 ici, donc on a un limper ici, un deuxième limper. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Paire de 3, on n'est pas dans une situation de style puisqu'on a eu des limpers, et paire de 3, je vous rappelle, ce n'est pas suffisamment fort pour aller relancer. Donc on check notre grosse blinde, on check à nouveau au flop puisqu'on n'a pas overland, et face à une mise on passe. Voilà. Donc première main assez simple, hein, paire de 3, on check, on trouve rien, on fold. Voilà. Deuxième main, donc cette coup-ci on a as valet, une main très très forte, enfin une main forte. Face à 3 limpers, on a as valet, qu'est-ce qu'on fait? Ben as valet suffisamment fort pour relancer, on relance, donc 3 limpers, plus nos 3 grosses blindes, plus une blinde, puisqu'on est hors de position, ça nous fait une relance à cette big blind, donc 14 centimes. Et on est payé une fois, donc on arrive au flop, flop sec, hein, donc c'est l'inverse d'un flop à tirage, flop très sec. Donc qu'est-ce qu'on fait? On effectue un continuation bet. Alors j'ai pas parlé de ce qu'on appelle du sizing, donc la valeur à laquelle miser votre continuation bet. Donc sur les flops les plus secs, enfin pour toutes les mises post-flop en fait, c'est pas que uniquement pour le continuation bet. Sur les flops les plus secs, je vais vous conseiller de faire à peu près moitié du pot. Et plus le tableau va présenter des tirages, plus vous devez vous rapprocher de 3/4 du pot. Donc, par exemple là, on n'aurait pas misé si on avait eu 3, 4, 5 tout à cœur, mais si on avait eu par exemple 6, enfin as valet de cœur, donc on veut rentabiliser notre couleur sur 3, 4, 5 de cœur, une mise idéale c'est de faire à peu près 3/4 du pot. La raison elle est très simple, c'est que admettons que vous avez dans le même cas paire d'as, et ben vous cherchez à faire payer le tirage à votre adversaire. Donc plus il va y avoir de tirage, plus il faut miser cher pour que notre adversaire n'ait pas la cote pour payer ses tirages. Voilà. Donc ici board très sec, moitié du pot à peu près, donc 17 centimes, et notre adversaire passe, donc on prend le pot. Voilà. Nouvelle main.
Donc ici, on se retrouve avec As-Dame. Donc personne n'a relancé, on est en milieu de position puisque la table est pleine, les deux premiers joueurs sont ici. On se retrouve donc en milieu de position, As-Dame, on effectue une relance. 3 fois la blinde, on est payé une fois. Tous les autres joueurs passent. On se retrouve encore une fois sur un board très sec, donc qu'est-ce qu'on fait? Continuation bet, encore une fois, même si on n'a pas touché le flop, à environ la moitié du pot, donc 7 centimes. Notre adversaire paye. Donc à partir de là, nous n'avons ni top pair, ni un tirage monstre, donc on va checker. Notre adversaire mise, encore une fois, on n'a pas overpair ou mieux, donc on passe. Voilà. Tout simplement. Pas très compliqué, hein, comme vous pouvez le voir. Nouvelle main, donc ce coup-ci on a paire d'as. Paire d'as, donc relance à 6 centimes, hein, encore une fois. Que notre main justifie une relance quand même, hein, on a quand même les nuts pré-flop. On est payé encore une fois, tout le monde passe. Donc ici, on effectue un continuation bet puisqu'on a overpair, hein, donc considéré comme un monstre. On effectue notre continuation bet, notre adversaire paye. Turn, dame, donc qui change pas grand chose pour notre main, on a toujours overpair. Donc on continue de miser, le tableau présente pas énormément de tirage, donc on peut faire environ moitié du pot, 16 centimes. Notre adversaire paye à nouveau. River 7, on a toujours overpair. Là, ah oui, j'avais oublié de vous parler de ça. Donc là, sur la mise précédente, on peut voir, donc je mise 16 centimes avec 30 centimes derrière. Donc on va rentrer dans ce qu'on appelle la notion d'être committé au pot. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ça si vous jouez régulièrement au poker. Qu'est-ce que ça signifie être committé au pot? Dans ce cas, si notre adversaire relance, on a une main, donc admettons notre adversaire relance, on a déjà mis un tiers de notre tapis, et en fait, si notre adversaire nous dit tapis, on va souvent se retrouver avec une main trop forte pour passer, même si notre adversaire ne fait très peu tapis en bluff. Comment vous expliquer ça? Admettons que là, notre adversaire est dame 10. Il va faire tapis. Même si on sait qu'il a dame... Enfin, pas si on sait exactement qu'il a dame 10, mais il va y avoir tellement d'argent au milieu que on va être quasiment obligé de rajouter nos 30 centimes, puisque dans ce cas, il suffirait que notre adversaire bluffe, donc je vais faire un petit calcul rapide, il suffirait que notre adversaire ne bluffe qu'une fois sur 5 ou une fois sur 6 à peu près, pour que on ne puisse plus passer, puisque s'il bluffe une fois sur 5 ou une fois sur 6, à peu près, on est devant une fois sur 5 ou une fois sur 6, et du coup on est obligé de payer pour ne pas perdre d'argent. C'est une notion assez vague à expliquer comme ça. Je pourrais, si jamais elle est vraiment trop vague, n'hésitez pas à me demander sur le forum, à poser à l'écrit, ce sera probablement plus simple. La seule règle que je vais vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez mis plus d'un tiers de votre tapis sur une mise, dites-vous bien que, sauf si vous êtes en bluff complet, par exemple un continuation bet au flop où vous êtes en bluff total, sauf si vous êtes en bluff complet, il va falloir payer le tapis adverse si jamais on nous le demande, ou partir à tapis sur la mise suivante au besoin. Voilà. Retenez juste cette règle. Donc voilà, c'était un petit aparté. Mais dès que vous mettez plus d'un tiers de votre tapis sur une relance, dites-vous bien que vous êtes committé au pot et qu'il va falloir payer le tapis si jamais on vous le demande. Voilà. On verra un autre exemple tout à l'heure. Je crois que j'ai sélectionné une main où la notion d'être commit est encore présente. Donc là, paire d'as, on revient à la main. On a toujours overpair, donc arrivé river. De toute façon, on était committé, mais on met le tapis et notre adversaire passe. Donc on prend le pot. Voilà. Main suivante, c'est celle-là. Donc on a ici paire de valets. Donc on relance à 8 centimes puisqu'il y a eu un limper. On est payé une fois, deux fois, trois fois. Et on arrive sur ce board. Donc là, 3 adversaires. Donc même si le board est très sec, interdiction de faire un continuation bet en bluff. Voilà. Par contre, nous avons overpair, encore une fois. Donc ici, on va effectuer une mise de continuation pour valoriser notre main. Et nos 4 adversaires passent, donc on prend le pot, on est très content.
Main suivante, As-Valet, encore une fois. Donc vous pouvez le voir, on joue très très serré. Un adversaire limp, donc on va relancer à 8 centimes. On est payé une seule fois. Là, le tableau vient 8, 7, 4 avec un tirage couleur. Donc notre adversaire check, la question, on n'a pas touché, c'est de savoir si on peut faire un continuation bet en bluff. C'est probablement l'un des cas les plus compliqués ici, puisqu'on est juste à la limite, je pense, entre un tableau qui présente beaucoup de tirages ou qui ne présente pas beaucoup de tirages. Donc on est juste à la limite. Donc dans ces cas-là, vous allez au fur et à mesure développer un certain instinct qui vous permettra de savoir s'il faut faire un continuation bet ou pas. Vous pouvez aussi vous aider de savoir ce que vous avez vu du joueur, est-ce qu'il a tendance à payer beaucoup ou pas, si vous êtes en train de jouer qu'une table par exemple. Vous pouvez, ou si vous utilisez ce qu'on appelle un tracker, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, vous inquiétez pas si vous savez pas ce que c'est. Vous allez utiliser ce que vous savez du joueur et aussi de ce que vous avez dans votre main. Par exemple sur ce board, on a l'as de carreau. Donc déjà avoir l'as de carreau, ça retire le fait qu'il ait par exemple as-10 de carreau pour un tirage couleur, qu'il puisse avoir un as assorti à carreau, as-8 de carreau par exemple. Donc déjà ça va retirer la possibilité qu'il y ait tirage couleur. Donc ça peut nous encourager à faire un continuation bet puisqu'il va pas souvent payer pour son tirage. Aussi plus les cartes vont être hautes, un tableau avec roi dame 9 avec un tirage couleur n'est pas le même que ce tableau ici, puisque les joueurs ont plus tendance à jouer des cartes fortes, des rois, des dames, des valets, des 10, des as, que des 8, des 7, des 5, des 6, des 4. Donc plus le tableau va être bas, plus ça peut vous encourager à faire un continuation bet. Donc dans ces situations un peu closes comme ça, utilisez un peu votre jugement et essayez de trouver des raisons qui vont vous pousser à faire un continuation bet ou pas. Dans ce cas, moi j'ai choisi de faire le continuation bet, notre adversaire a passé. Voilà. Donc c'était un petit exemple pour vous montrer qu'il n'y a pas non plus de règle fixe et que ça va être aussi un petit peu votre jugement qui va vous permettre de savoir s'il faut faire un continuation bet ou pas. Nouvel exemple, donc ici on a As-Roi. Un adversaire relance au bouton, donc dans ce cas on est dans une situation de style. On a As-Roi, on va effectuer ce qu'on appelle un restyle, puisqu'on a une main suffisamment forte pour effectuer un restyle. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 fois la dernière relance, donc 18 centimes, plus une big blind, puisqu'on est en 2 positions, ça fait 20 centimes, et notre adversaire passe. Voilà. Autre exemple de 3 bêtes, donc ici, un joueur relance en milieu de position, 4 centimes, donc comme on a pu le voir face à un joueur qui relance en milieu de position, As-Dame vaut un 3 bêtes, donc on surrelance à 3 fois la dernière relance, donc 12 centimes. Les blindes passent et le joueur qui avait relancé paye. On se retrouve sur un tableau assez sec. Notre adversaire check, on effectue une mise de continuation, continuation bet, environ la moitié du pot, et notre adversaire passe. Voilà. Donc le 3 bet ne change pas votre façon de jouer post-flop. Voilà. Si le tableau est sec, on effectue une mise de continuation, comme d'habitude. Voilà. Main suivante, pardon j'ai été un peu vite. Un autre As-Roi. Donc là on a plusieurs joueurs qui limp. Le joueur ici relance à 8 centimes, donc on a As-Roi, une main qui se justifie. Donc c'est pas une situation de style, ici on a un joueur qui a limpé, donc, mais c'est un joueur qui relance en position tardive, donc dans les blindes. Donc on va le surrelancer, donc 3 fois ça relance, plus une big blind, 26 centimes, le joueur qui a limpé passe, et notre adversaire paye. Ici on se retrouve, donc comme vous avez peut-être pu le remarquer, on a fait 26 centimes avec 54 centimes derrière, donc on est comité, encore une fois, donc comme je vous l'ai dit, peu importe si notre adversaire check, de toute façon on allait effectuer un continuation bet en bluff vu qu'on est en heads up, et que le tableau ne présente pas beaucoup de tirages, mais en plus, si jamais par exemple on avait eu, je sais pas, paire de 9, on avait une vraie main, donc de toute façon on était comité au pot. Donc ici on effectue tapis, on se fait payer par paire de dames, et malheureusement, pas de miracle pour nous sauver. Donc
Là vous pouvez vous dire ouais mais vu le tableau j'aurais peut-être pas dû effectuer mon tapis puisque de toute façon il va jamais passer. Vous n'auriez pas spécialement tort, hein, je suis pas sûr que faire tapis avec As-Roi sur cette main là, sur ce tableau là est très justifié, mais je vous encourage quand même à le faire pour le moment, hein, plus tard quand vous aurez un peu plus d'expérience vous saurez reconnaître ces situations où il faut éviter de faire tapis, il faudrait mieux checker, mais il peut très bien par exemple, exemple tout bête, surtout à ces limites là, il peut très bien payer avec par exemple hop pardon, hop là, je reviens à la river. Donc il peut très bien par exemple payer avec 6 et 7 de cœur, et là vous vous retrouvez en 50-50 sur le flop puis qui ne passera pas. Et autre exemple, admettons un flop dame 5-2 à la place de celui-ci, et que votre adversaire est paire de valet, et ben votre as-roi va peut-être faire passer la paire de valet du fait qu'il est paire de la dame. Donc c'est pas forcément extrêmement bien joué, mais de prendre l'habitude et de vous forcer à faire ce continuation bet en bluff, pour plus tard ça vous aidera, et pour l'instant il faut mieux le faire, vous, à mon avis vous gagnerez plus d'argent à le faire plutôt qu'à checker et avoir peur que votre adversaire ait sous-joué une main. Voilà. Je sais pas si ça a été très clair, encore une fois, hein, je fais, je fais la revue de ces mains un peu rapidement. Si jamais quelque chose n'est pas clair, notez la main, et puis n'hésitez pas à m'interpeller sur le forum. Nouvelle main, et haute situation de 3 bêtes, si je dis pas de bêtises, on a paire de valet, donc c'est relancé à 4 centimes ici, c'est payé une fois, donc paire de valet face à un relanceur en milieu de position, c'est un 3 bêtes, on surrelance avec paire de valet, et on a un adversaire qui paye. Ici on se retrouve sur un tableau avec As de cœur, 8 de cœur, 2 de pique, donc on est contre un seul adversaire, on effectue un continuation bet en bluff. Donc encore une fois on a mis plus d'un tiers de notre tapis au milieu, donc on est ce qu'on appelle commit, mais notre adversaire relance sa tapis et on a ce qu'on appelle pour le coup un bluff. Donc là-dessus vous n'êtes pas commité puisque vous n'avez pas de vraie main entre guillemets, c'est-à-dire que là-dessus, à moins que votre adversaire fasse ça avec 2 cœurs, ce qui est quand même très peu probable à ses limites, vous n'avez pas la cote pour payer. Généralement il va avoir un as, contre un as vous avez 10% de chance, donc vous n'avez pas la cote pour payer, donc on passe et on garde nos 33 centimes derrière. Voilà. N'hésitez pas à discuter, hein, je me rends compte que là peut-être que paire de valet pouvait être bon, donc si certains joueurs techniciens veulent donner leur avis sur cette main sur le forum, c'est le bienvenu, hein. Est-ce qu'on était commité ou pas? Personnellement je pense que surtout en NL2, un joueur ne fait pas ça avec moins qu'un as, donc 10%, on a 10% d'équité contre un as, à mon avis c'est un fold tous les jours. Voilà. Autre main, autre situation, donc là on sort des 3 bêtes, et on va voir la situation de ce qu'on appelle le free play. Donc le free play, qu'est-ce que c'est? Eh ben on est de grosse blinde, on a un adversaire donc qui n'a pas attendu la grosse blinde et qui a mis 2 centimes pour payer son droit de siège et pour jouer. On a 4 limpers, et donc on se retrouve de grosse blinde avec dame 9. Donc on va devoir jouer post-flop alors qu'on n'en avait pas envie. Maintenant c'est gratuit donc on va pas se gêner. Dans ces situations, je vous conseille de miser au flop dans les cas où vous trouvez soit un monstre, donc overpair ou mieux, mais overpair ça arrivera jamais, donc 2 paires, attention, hein, 2 paires avec une dame et un 9, hein, pas dans ce cas, pas 2 paires genre une dame et une paire de 2 au milieu, hein, c'est 2 paires bien distinctes, et ou mieux, hein, brelan de dame, brelan de 9, une quinte floppée, couleur floppée, ou alors dans les cas où vous avez des tirages monstres. Et dans ce cas, c'est ce qu'on va avoir, puisque on joue les quintes avec les 4 valets, plus les couleurs avec les trèfles restants, donc ce qui nous fait un tirage à pardon, on a 13 out. Donc c'est un tirage monstre, on en profite, on mise, et on est payé une fois, turn est magique, donc on a une couleur, on continue de miser, on est payé, et river, et ben on a
60 centimes au pot, donc on va faire 40 centimes. Et on est payé, donc on a pris 1 euro, enfin on prend un pot à 1,40 €. Et notre adversaire avait l'impé paire de 5 qui avait fait brelan. Donc s'il nous avait relancé au flop, il aurait carrément mieux joué le coup, puisque on serait probablement parti à tapis, vu qu'on avait un tirage monstre, et ben, il aurait été favori à 70%, donc ça aurait été beaucoup mieux joué. Et là il s'est retrouvé dans une situation où en limpant, déjà il nous a permis de voir un flop gratuitement, et en plus en ne relançant pas au flop, bah, il nous a permis de contrôler le coup et de pouvoir aller voir la couleur au prix qu'on voulait, donc merci à lui, et voilà, très très mal joué. Autre cas, avant-dernier cas de cette vidéo, on a Roi Dame assorti. Donc on est dans les dernières positions, cela justifie donc une relance, donc à 8 centimes, on est payé 2 fois. Et là dans ce cas, on ne va pas pouvoir effectuer notre continuation bet puisque notre adversaire fait ce qu'on appelle un donk bet. Donc qu'est-ce qu'un donk bet? C'est-à-dire que normalement le relanceur initial va continuer à faire une mise de continuation, hein, dans la plupart des cas c'est ce qui va se passer, donc normalement notre adversaire est censé checker, et là c'est pas ce qui est fait, il mise avant nous, donc il effectue ce qu'on appelle un donk bet. Donc généralement qu'est-ce que représente le donk bet? Très très souvent il s'agit d'une mise pour info, donc quelque chose qui n'est pas bien. Donc par exemple dans ce cas il pourrait avoir un 10 et miser pour savoir si on a, enfin un 5 par exemple ou un 2, et miser pour savoir entre guillemets ce qu'on a. Donc pourquoi c'est très mauvais de miser pour info? Puisqu'il se dit dans sa tête, si jamais il a le 10, le joueur en face va me relancer, et donc je vais pouvoir passer tranquillement mon 2 ou mon 5. Ce qui signifie que donc on peut très bien le relancer en bluff très facilement, et là en l'occurrence ce sera même pas un bluff, ce sera juste pour valoriser, puisque on a tirage couleur plus 2 overcards, donc 15 out. Comment réagir à ces donk bets? Donc on va faire déjà les cas les plus basiques, hein. Si vous avez absolument rien, par exemple admettons qu'on ait as valet de cœur sur ce board, la solution la plus simple, on passe, hein. Si on a même paire de 4, enfin on n'a jamais paire de 4 dans ce spot, mais paire de 6 ou paire de 7, on a moins que top pair, on passe. Ça va être la situation la plus simple. Autre situation très simple, si on a un tirage monstre ou une main type overpair ou mieux, on va pouvoir partir à tapis très facilement vu la profondeur. Enfin en tout cas au moins relancer notre adversaire. Dans ce cas, relance de toute façon ce sera un tapis. Donc dans ces cas là ça va être très simple aussi. La situation la plus compliquée va être quand on a top pair. Par exemple imaginons dans ce spot on a as 10. Là il va falloir réfléchir un petit peu. Ça va dépendre souvent de la texture du flop et de ce qu'on peut en différencier. Plus le tableau va donc comme je vous ai dit, c'est souvent une mise pour info. Donc soit avec une paire de 2, paire de 5, soit avec un tirage aussi, généralement. Ou aussi plus rarement avec une main type 10 et 5 pour 2 paires ou mieux, brelan de 10, brelan de 5. Et ça c'est quand même beaucoup plus rare. Donc généralement la range de votre adversaire, ça va être un tirage, une paire faible ou un monstre. Là, dans ce tableau, il y a un tirage à pique et des paires relativement faibles. Donc soit il a brelan de 5, soit il a brelan de 2, soit il a une main type 10 et 4 par exemple. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il aurait joué ça, mais une main type top pair kicker très faible. Donc si vous avez as 10, vous allez généralement être plutôt bien, puisqu'il va très souvent avoir un tirage, je pense. Donc en fait, la règle que je vais vous proposer, ça va être plus le tableau présente de tirage, et plus vous allez devoir, avec top pair, vous relancer votre adversaire pour le mettre à tapis, puisque histoire de lui faire payer son tirage. Moins le tableau va présenter un tirage, je vais prendre un exemple, As-7-2. Si vous relancez, mettez-vous à la place de votre adversaire, si jamais vous le relancez, il va très souvent penser que vous avez l'As. Donc pour partir à tapis, As-7-2 sans tirage, ça veut dire que généralement il aura soit brelan de 7, soit brelan de 2, donc
ne lui faites pas ce plaisir et passez votre top pair dès qu'il fait son long bet. Voilà, c'est à peu près tout. C'est quelque chose aussi que vous allez développer encore une fois en jouant énormément. Vous allez vous rendre compte vous-même de certains cas. Avec un petit peu d'expérience, vous allez développer un certain instinct. Donc c'est quelque chose que je peux pas vous donner une règle toute faite. Ça va être quelque chose que vous allez devoir improviser un petit peu sur le terrain, parce que les long bets, c'est quelque chose que moi-même contre lesquels j'ai un peu de mal. Et c'est un peu à l'instinct que ça marche là-dessus. Donc par rapport à la texture du board, ce que vous savez du joueur, encore une fois, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. Donc voilà, c'est un des cas les plus compliqués. Je vous ai donné 2-3 clés pour essayer de vous dépatouiller face à ça. Et on va voir la fin de ce coup. Donc là, on a roi-dame. Donc je pars à tapis. Notre adversaire passe et on va se faire payer par 7 et 2, une main magnifique, et heureusement on fait quinte. Donc contre 7 et 2, hein, on était favori à 55%, donc de toute façon c'est bien joué, même si on perd le coup, hein, c'était pas grave. Voilà. Et enfin, dernière main, une petite main amusante avec un intérêt stratégique très limité, et qui va vous expliquer pourquoi on peut gagner beaucoup d'argent avec cette stratégie. On a 2 as, notre adversaire fait une mini relance UTG, paye une fois, donc c'est même mine 3 bêtes à 6 centimes. Donc on surrelance, hein, 3 fois 6 centimes, 18 centimes, plus les 8 centimes ici, plus une big blind, parce qu'on est hors de position, on se retrouve à 28 centimes. Notre adversaire effectue une mini relance à 50 centimes, on part à tapis, notre adversaire paye, et là il nous montre roi 9, donc vous êtes favori à 84%, et il n'y a pas de miracle. Donc autant vous dire que face à des joueurs pareils, c'est une stratégie qui va vous faire gagner beaucoup d'argent. Donc j'espère vous voir aux tables l'effectuer le plus rapidement possible. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, le forum, les commentaires de la vidéo, ou m'envoyer un MP sur le site du club, ou me contacter comme vous pouvez. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez gagné beaucoup d'argent avec, et on se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo sur le cash game, mais cette fois-ci on sera sans blind deep. Voilà, salut à tous.